Bienvenue chez Les Incorruptibles. Les Incorruptibles, c'est beaucoup plus qu'un podcast. C'est un mouvement hebdomadaire qui a pour mission de faire briller les secrets du web. Ici, on va t'aider à secouer tes idées, briser les chaînes du conformisme et te lancer vers une définition du web totalement différente de tout ce que tu as déjà vu jusqu'à maintenant. Ici, on ne se contente pas de suivre les tendances, on les questionne. Que tu sois un créateur de contenu, un entrepreneur en ligne, un assoiffé du web ou que tu souhaites apprendre et t'inspirer, ce podcast est pour toi. On jette par-dessus bord les mythes de la réussite, on plonge dans les coins sombres du web pour comprendre les opportunités cachées et on démystifie les idées préconçues pour te montrer la réalité rafraîchissante de l'entrepreneuriat moderne. Alors installe-toi, branche tes écouteurs et participe avec nous à la transformation du web, un épisode à la fois. Bon show! Nouvel épisode cette semaine avec... l'épisode d'aujourd'hui, c'est avec Marie-Ève Martel, journaliste très intéressante, très bubbly. Je pense que tu vas pouvoir confirmer. Oui, très pertinente. Oui, très pertinent. J'ai beaucoup aimé le sujet parce qu'on parlait beaucoup de désinformation. C'est sûr que, bon, elle est en journaliste, donc on a abordé beaucoup cette question-là, mais on peut tellement faire des liens avec les réseaux sociaux, les créateurs de contenu, influenceurs, entrepreneurs du moment, un petit peu niveau conscience aussi. On a parlé beaucoup de conscience par rapport à notre rôle en tant que consommateur, de s'informer, de bien partager des bonnes informations, comment le faire aussi. Les autres détails m'échappent. Mais oui, mais c'est ça, clairement, elle a une information qu'elle a fait la différence. Puis pour moi, ça a vraiment été un élément clé entre chroniqueur et journaliste. Je pense que ça, les gens, le mélange. Maintenant, avec peu importe ce qui passe à la télé, sont comme, OK, c'est du journalisme de 3 petits points. Mais ça reste qu'il faut déterminer est-ce que la personne est un journaliste qui rapporte des faits, qui a fait ses vérifications, ou un chroniqueur qui va seulement être appelé à donner son opinion sur un sujet X. Un sujet X. Oui, vraiment, moi, ça a été l'élément bonbon. Puis en tant que personne qui est quand même alerte puis qui fait ses recherches, je pense que de faire cette distinction-là était très importante. Puis je pense que les gens, c'est quelque chose qu'ils doivent prendre en conscience quand ils voient du contenu, de dire, OK, 2 secondes avant de repartager, qu'est-ce que j'ai vu comme information? J'ai envie de dire mettre en application aussi. Je pense qu'on a une certaine responsabilité en tant que, consommateur, en tant que personne qui partage du contenu aussi. Je pense que c'est important de partager des bonnes informations, surtout quand on parle de peut-être d'informations vraiment qui concernent tout le monde et non juste notre bien, notre personnalité. Fait que je pense que vous avez beaucoup aimé cet épisode-là. Je pense que c'est très pertinent pour l'avenir des réseaux sociaux, puis de prendre ça en considération aussi dans son contenu, dans qu'est-ce qu'on partage. Ça nous rend un petit peu plus humains aussi. Oui. Moins d'être dans l'opinion. Moi, j'ai beaucoup aimé le concept sur on n'est pas obligé de toujours donner son opinion. On a beaucoup parlé de ça. Fait que, on vous souhaite un bel épisode avec Marie-Ève. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager, à nous donner votre opinion par rapport à ça aussi, parce que c'est très d'actualité puis c'est encore très tabou. Donc, bon épisode. Bien, ça, je te dirais qu'avec les réseaux sociaux aussi, on dirait qu'on est obligé d'avoir une opinion sur tout maintenant, ce qui n'est pas mon cas. Il y a bien des choses que j'observe, puis je découvre, puis j'aime apprendre, mais je suis pas obligée d'avoir une opinion tranchée sur des choses qui ne me concernent pas comme femme, comme professionnelle, comme personne. Puis c'est ça. Puis, tu sais, là, c'est peut-être vulgaire, vous le couperez au montage, mais tu sais, les opinions, c'est comme un trou de cul, tout le monde en a, on veut pas le voir. Voilà. Ben, c'est un peu vrai que j'ai jamais vraiment constaté un peu ce principe-là, mais c'est vrai je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent à donner une réponse. On dirait qu'ils ont toujours besoin de donner une réponse sur un commentaire, sur une situation, puis même si ça te regarde pas. Ben c'est ça. Puis les réseaux sociaux, ce sont des crachoirs. Mm-hmm. Oui, et, tu sais, regarde dans les journalistes, des vrais journalistes factuels de reportage, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Et une des règles qu'on doit suivre dans déontologie, c'est d'accorder un droit de réplique à toutes les parties impliquées d'une situation parce qu'on n'est pas là pour prendre parti. Là, le problème aussi, c'est que dans la population générale, on fait plus la différence entre un chroniqueur, un journaliste, que c'est sa job de donner son opinion, puis un journaliste factuel. Donc, tu sais, quand, mettons, Richard Martineau, c'est un chroniqueur, ce n'est pas un journaliste. Donc, lui, son travail, c'est de dire ce qu'il pense sur n'importe quoi et son contraire. Tu sais, mais parfois, on se fait dire, ben moi, je suis pas d'accord avec votre article, mais c'est pas avec ce que le journaliste a dit, c'est avec ce que la personne, que le journaliste a rapporté.
Tu sais, je veux dire, moi, je vais écrire l'opinion de gens avec qui je suis fondamentalement pas en accord parce que c'est mon travail de relayer leur point de vue. Mais ça veut pas dire que je l'endosse parce que je le publie, c'est parce que c'est mon rôle de rapporter fidèlement ce qui m'a été dit, en autant que ce soit conforme avec la réalité. Donc, tu sais, ça peut arriver que je confronte quelqu'un qui émet des opinions ou qui émet des argumentaires en leur disant, ben c'est pas vrai pour telle raison, parce que moi, je dois vérifier aussi ce qui se dit pour pas propager de mensonges puis de désinformation. Et Dieu sait qu'il y en a de la désinformation maintenant sur Internet. J'allais dire, c'est vraiment le point... Du podcast. Ben oui. Ouais, on a un peu commencé comme go with the flow, là, mais... du montage. Ben non, mais c'est pas moi qui fais le montage. Fait que, de la misère, hein? Non, on s'excuse. Moi, je fais pas de montage par rapport à ça. C'est juste comme parfait que ça commence comme ça. Mais tu nommes un point que je trouve vraiment important avant de te poser une belle question. Tu dis que... il y a du monde qui vont venir te rapporter un petit peu leur point ou leur opinion par rapport au fait que X, Y, Z t'a nommé quelque chose. Mais on dirait que dans ma tête, moi, je trouve ça normal. Ça me fait penser aux émissions de télé un peu, que les gens, ils ont toutes des pages Facebook, puis là, qui vont mettre justement un titre un peu choquant. Là. Puis là, les gens vont être comme, ben non, c'est juste une émission de télé. Puis je suis comme, mais oui, mais c'est ça le but, c'est de faire réagir, c'est que les gens y en parlent. Mais on dirait que les gens s'attaquent à l'article, ils s'attaquent à l'émission en soi, puis je me dis, mon Dieu, c'est une émission, oui, mais comme on a le droit d'en discuter aussi, puis d'avoir des opinions. Oui, bien, il y a plusieurs nuances, hein, tu sais. Il n'y en a plus de nuances, en fait. C'est ça qui est le pire, c'est qu'il n'y en a plus en ligne, la nuance, tu sais, parce que c'est trop facile de réagir, tu sais. Si tu recules d'il y a à peu près 20-25 ans, si tu voulais réagir à un article dans le journal ou à une émission de télé, il fallait que tu écrives une lettre à la main ou à la dactylo, que tu l'applies, que tu la mets dans une enveloppe, que tu liches l'enveloppe, que tu liches le timbre, que tu l'adresses, et que tu ailles la porter dans une boîte aux lettres. Et encore là, ça prenait quelques jours avant qu'elle se rende. Maintenant, c'est tu es un pas bon, tu es un plein de marde, send. T'sais, c'est beaucoup plus facile. Donc, il y a toute la question de la réflexion puis la pondération du point de vue. Donc, il y a ça. De l'autre côté, ben là, on en parlait un peu peut-être des titres plus sensationnalistes. Oui, du clickbait. Ben oui, des fois, c'est sûr que ça reste que les médias, ce sont des entreprises privées. Qui vivent des problèmes financiers, mais qui ont besoin d'un auditoire pour survivre, pour assurer leur pertinence. Donc, des fois, certains vont peut-être gonfler un peu. Et c'est ça, du sensationnalisme, là, c'est donner une importance exagérée à quelque chose. Donc, tu sais, dire que quelque chose est extraordinaire alors que c'est pas aussi hot que ça, c'est du sensationnalisme. Et ça, c'est un péché capital en journalisme. Là. J'allais nommer tantôt, justement. Dans notre code de déontologie, c'est bien clair, on ne doit pas faire du sensationnalisme, mais c'est sûr que on attire beaucoup plus l'attention des gens et le but, c'est d'avoir les yeux, hein, parce que des yeux, ça se monétise aussi bien sur les médias sociaux que dans nos propres plateformes. Donc, il y a tout ça qu'il faut pondérer, mais à la base, un média d'information, c'est quoi? Ben, c'est un agora où on alimente la réflexion collective en présentant des idées, en allant chercher des réactions. Et ce qu'on veut, finalement, c'est que tout le monde se mêle de cette réflexion-là parce qu'on appartient à une communauté et le média dessert cette communauté-là. C'est pour ça que moi, je dis souvent que les médias, c'est un rouage essentiel de la démocratie. Puis c'est aussi parce que c'est de l'information qui est fiable, qui est vérifiée, qui est pondérée. Et c'est là l'importance de sauver un peu les médias. T'sais. Puis si on revient aux bases un peu, justement, il y a les médias, il y a le journaliste, il y a la télévision aussi, tu parlais de chroniqueurs, mais il y a aussi les réseaux sociaux là, qui commencent, ça fait un petit bout, là, mais qui rentrent en ligne de compte. Il y a les blogueurs, il y a ceux qui écrivent des articles, justement, là, je vais dire sensationnalistes, bref, avec vraiment des gros titres et tout. Comment qu'on fait la différence de tout ça? Comment qu'on démystifie tout ça? Bien, la première chose à faire la différence, je pense que c'est le véhicule et la personne qui publie. Un média, à la base, là, qu'on parle des réseaux sociaux, d'un journal papier, d'un magazine, d'une radio, d'une télé, c'est une plateforme sur laquelle on diffuse de l'information. Donc, peu importe où ce qu'on trouve l'information, ça ne veut pas dire qu'il y a de la mauvaise information. Donc, il peut y avoir de la très bonne information sur les réseaux sociaux, comme il peut y avoir de la très mauvaise information dans un journal. Ce qui est important, c'est la façon dont cette information-là est traitée et présentée au public. Donc, tu sais, c'est pour ça, tu sais, qu'on parle, bon, les journalistes, on n'est pas d'ordre professionnel, on n'est pas obligé d'être membre de la Fédération professionnelle des journalistes, mais normalement, on observe des règles éthiques et déontologiques et on peut être blâmé par le Conseil de presse ici au Québec, par exemple. Il faut faire de la vérification de faits, il faut mettre un équilibre des points de vue, il ne faut pas montrer son opinion, pas prendre de parti pris, il faut être transparent dans la façon et donc, il faut aller chercher l'information aussi de façon légale. Il y a plusieurs règles. Donc, tu sais, un journaliste professionnel,
professionnels, dans les médias d'information professionnelle, donc ça va de soi, l'information, elle est crédible parce qu'on sait techniquement que le journaliste a fait une démarche. Hein. Ce que vous voyez, c'est le résultat final, mais il y a souvent des heures et des fois des mois de recherche, de vérification, de contre-vérification, parce que chaque chose que quelqu'un nous dit doit être vérifiée pour être sûr qu'on dit on va en onde avec ça, par exemple, c'est vrai, c'est crédible. C'est ça. Donc, le journaliste, quelqu'un qui fait cette démarche-là et qui publie ses résultats sur Facebook en forme d'articles ou publication, ça peut être très, très, très légitime. T'sais, à l'inverse, le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont prendre des informations qu'ils ne vérifieront pas, donc ils vont propager des rumeurs, des demi-vérités, ou qui vont les présenter d'une façon à induire les gens en erreur. T'sais. Puis un des trucs pour détecter une fausse nouvelle, c'est est-ce que ça me fait réagir, donc l'émotion? Est-ce que le texte est signé? Est-ce qu'on sait c'est qui? Parce que moi, quand je fais des reportages, il y a mon nom, ma face puis mon courriel. Fait qu'on s'entend qu'à part mes mensurations puis mon empreinte digitale, c'est pas mal ma signature. C'est qui, là? C'est ça. Les sites de fausses nouvelles, règle générale, on ne sait pas trop, puis il faut chercher longtemps sur le site pour un à propos, puis que là, des fois, on découvre que c'est un site de parodie ou tout ça. Puis c'est qui finance ça aussi? Parce que des fois, il y a des gens qui ont intérêt politiquement, entre autres, à diffuser ça. Est-ce qu'on retrouve la même information ailleurs? Est-ce qu'il y a un impact si je la partage? T'sais, si je partage ça sans cliquer, là, est-ce que ça va juste enrager les gens ou ils vont apprendre quelque chose? Donc, c'est tous des petits trucs comme ça qu'on peut faire. Puis, au Québec, il y a le Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information qui existe. Il a lancé une formation en 2017 qui s'appelle « Prends 30 secondes avant d'y croire », mais « Prends 30 secondes avant de partager aussi ». Des fois, là, c'est pas beaucoup, mais... Puis on a vu aussi ce phénomène-là de je m'en fous si c'est pas vrai parce que ça représente qu'est-ce que je pense. Oui, mais en même temps, si tu partages quelque chose en sachant pas que c'est vrai ou pas, tu contribues à désinformer les gens, même si toi, c'est ce que tu penses, c'est pas la vérité infuse. Je veux dire, on est passé dans un univers de consommation de l'information où on est beaucoup dans l'émotionnel et on délaisse beaucoup le rationnel et le factuel. Donc, le journalisme, lui, les émotions, on s'en fout. On peut faire des reportages qui font pleurer le monde parce que c'est une belle histoire ou parce que c'est triste. C'est inspirant, oui. Mais, je veux dire, il va rester quand même factuel et rationnel parce que c'est la base de notre travail. C'est quand même incroyable ce que tu dis parce que je le vois un peu dans les réseaux sociaux en ce moment à quel point... créateurs de contenu, influenceurs ou juste personnalités publiques vont partager des opinions en lien avec une émotion, justement, qu'ils ont vécue, une situation qu'ils ont vécue, puis comment ça peut rapidement, dans les commentaires, à partir de ça, dégringoler. Ouais. Je veux dire, même comme journaliste, on le vit, là, je veux dire, moi, je me rappelle, en 2020, quand il y a eu le convoi de la liberté, donc, c'était en 2021, je pense. Tu parles-tu du... À Ottawa. Ouais. OK. Bon, le temps, avec la pandémie, là, la notion du temps. Oui, mais ça, on dirait que ça s'est arrêté. Le convoi de la liberté, on a vu pendant la pandémie, on a vu des manifestations de violence à l'endroit des journalistes qui étaient bousculés, qui étaient harcelés dans les rues, qui étaient invectivés, insultés. Au Québec, il y avait des véhicules lettrés, notamment de TVA ou de Radio-Canada, qui ont été vandalisés et incendiés. Puis, j'ai été longtemps impliquée dans la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. À l'époque, j'étais vice-présidente, puis j'ai été sur le CA pendant 7 ans. Puis c'est ça, dans mon militantisme de protection des droits des journalistes et pour la promotion de l'accès à l'information, j'avais écrit une chronique dans La Voix de l'Est où je travaillais à l'époque, dans laquelle je dénonçais ces actes de violence-là. Et en photo, j'avais mis une photo d'archive d'un véhicule incendié de TVA. Puis je disais, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe avec les journalistes. Je veux dire, on est là pour témoigner de la réalité. Je veux dire, on est les messagers, mais c'est tellement facile de tirer sur les messagers. Et cette chronique-là, en 36 heures, j'ai eu 2000 messages haineux. J'ai eu des menaces de mort. Puis j'ai même eu quelqu'un qui a écrit un texte hautement diffamatoire. Il a fallu qu'on engage un avocat pour faire retirer ce texte-là qui était absolument dégueulasse. Puis c'est quelqu'un qui se spécialise, là, puis je le nommerai pas pour y faire plaisir, là. Mais ce monsieur-là, il avait publié une fausse nouvelle sur une adolescente qui était morte après avoir reçu le vaccin de la COVID, ce qui n'était pas vrai. Et il publie à tous les jours des dizaines de fausses nouvelles, volontairement, en toute connaissance de cause. Et quand il a reçu la mise en demeure, bon, évidemment, cette personne-là n'a pas eu beaucoup de courage. Il a commencé à dire qu'il me respectait comme journaliste. Je dis, si tu me respectes comme journaliste, comment ça que tu écris autant de conneries à mon sujet? De haine à mon sujet? Parce que moi, comme journaliste, là, je suis une citoyenne comme les autres. OK?
Tu sais, j'ai pas de permis spécial pour faire des entrevues, je suis pas une policière, je suis une citoyenne, puis la seule différence que j'ai, c'est que moi, mon travail à temps plein, c'est d'aller faire les recherches puis poser les questions que vous avez pas le temps de faire parce que vous travaillez ailleurs. Donc, moi, mon travail, c'est de faire un résumé de ce qu'il faut savoir pour être un bon citoyen éclairé. Et donc, j'ai pas de permission spéciale. Je suis juste une citoyenne qui fait son travail. Je mérite pas de me faire diffamer comme ça. Tu sais, c'est mon travail, là. Et donc, tout ce que j'ai comme carte de visite, c'est ma crédibilité puis c'est mon nom. Donc, mieux je fais mon travail, plus je suis crédible. Et plus je suis crédible, plus ça m'ouvre de portes pour mon travail aussi. Et c'est ça l'essentiel. Donc, un bon journaliste, normalement, là, tu sais, c'est facile. Puis tu peux ne pas aimer un journaliste, mais demande-toi si tu l'aimes pas parce que tu l'aimes pas à face, parce qu'il te tape ses nerfs, ou parce que il fait mal son travail. Et s'il fait mal son travail, est-ce que tu es capable d'expliquer comment ça qu'il fait mal son travail? Parce que donner la parole à des gens avec qui tu n'es pas d'accord, ce n'est pas mal faire son travail. Non, c'est ça. Mais en même temps, je pense que de dire, mettons, moi qui connais pas vraiment ça, puis de dire, je trouve que cette personne-là fait mal son travail en connaissant pas c'est quoi le travail, c'est un peu contradictoire, tu sais. C'est la réalité pourtant pour les journalistes, beaucoup. Mais pour n'importe quoi, je pense, tu sais, on est très bon pour critiquer. C'est ça. Puis, tu sais, je pense justement au web, aux créateurs de contenu, aux influenceurs. Il y a plein de mythes, là. Je pense juste rapidement comme ça aux influenceurs, justement, de dire c'est tellement facile de faire leur job ou quoi que ce soit, mais comme moi, je ferais jamais ce job-là juste parce que c'est pas facile, tu sais. Puis, même chose pour toi, là. Je veux dire, tu dois tellement en entendre des mythes. Ah, ben oui, il y en a tellement des mythes sur notre métier. T'en as-tu? Un qui m'a marqué particulièrement, puis écoute, je veux dire, ça fait quelques années, mais c'est arrivé plusieurs fois, puis à d'autres, tu sais, c'est quelqu'un qui m'écrit « Ça coûte combien passer dans le journal? » Il y a deux choses. Dans un média d'information, il y a la publicité. La publicité où là, tu peux acheter un espace, on peut dire ce que tu veux sur toi dans la publicité. Un journaliste, je ne te payerai pas, je ne te demanderai pas d'argent non plus. C'est un échange d'informations qui se base sur une entente commune. Et le journaliste a le dernier mot. Le journaliste contrôle entièrement ce qui est fait de l'information. Mais un bon journaliste, évidemment, il fera pas mal paraître quelqu'un pour le fun. Il va traiter l'information avec ce qu'il a et il va tenter de se rapprocher le plus de ce qu'il considère comme étant la vérité, comme les faits. Et ça va être documenté. Et dans le travail, on voit, il y a des petites miettes de pain. Tu sais, comme par exemple, on a essayé de l'appeler pour avoir ses réactions, mais il nous a pas donné de nouvelles. Bien, une fois qu'on montre qu'on a fait l'effort de contacter quelqu'un pour avoir son point de vue, le devoir d'équilibre des points de vue est respecté. Tu sais, je veux dire, on peut pas forcer personne à nous parler. Ou tu sais, on a fait une demande d'accès à l'information, bien, c'est les documents qu'on a eus, c'est là-dessus qu'on se base. On a fait une entrevue avec cette personne-là, on a essayé de la rejoindre à son domicile, sur son cellulaire, via Facebook. Tu sais, on montre comment on essaie d'aller chercher notre travail parce que, tu sais, on est des êtres humains aussi, les journalistes. On n'est pas parfait, on n'est pas à l'abri des erreurs. Ce qu'il faut faire, c'est faire notre travail de bonne foi. Si on fait des erreurs, il faut s'amender le plus rapidement possible parce que ça arrive des erreurs, puis des fois, c'est des erreurs parce qu'on n'avait pas eu toute l'information ou on a été mal informé par une source. Parce que des fois, il y a des gens qui veulent parler à des journalistes, là, puis ils ont toujours une motivation à nous parler. Et ça, il faut en être conscient parce qu'il ne faut pas qu'on se fasse manipuler. Ah ouais, ça doit être difficile. C'est quelqu'un qui arrive avec des informations super croustillantes sur quelqu'un, là, out of the blue, comme ça, là. C'est quoi les liens de ces deux personnes-là? C'est ça, Pourquoi il me fait ce cadeau-là? Puis il faut que je fasse la vérification aussi parce que c'est. Puis pourquoi, je parlais de ça? Est-ce qu'il y a un intérêt public? Tu peux pas juste prendre ça comme du cash. Là, puis... Ou que non. Et plus ça a l'air gros, plus il faut creuser. Tu sais, je vais citer Monique Néron, là, qui est une journaliste bien connue ici au Québec. Elle avait dit il y a quelques années, on reconnaît un bon journaliste aux histoires qu'il ne publie pas. Parce que, justement, des fois, ça a l'air super crunchy. Tu la publies pas parce qu'en faisant tes recherches, tu te rends compte que ta balloune, elle se dégonfle ou qu'il te manque des éléments pour aller de l'avant, tu sais. Oui, ça peut avoir l'air bien gros, mais si t'es pas capable de faire le topo complet de la situation, il est possible que tu manques un élément qui fait finalement que ton histoire est montée de toutes pièces. Et ça, c'est important. Donc, il faut faire du travail beaucoup, beaucoup. Et ce que vous lisez, ce que vous voyez à la télé, ce que vous écoutez à la radio, c'est le fruit de tout ce travail-là qu'on voit pas et qui est en amont. C'est quand même un mythe. Je pensais même pas que c'était un mythe qui était vraiment présent, les gens de penser ça. Ah, ben il y en a plein, tu sais. Il y en a beaucoup de gens aussi qui pensent que les médias sont à la solde de partis politiques ou de corporations parce qu'on est des entreprises privées. Tu sais, bon, faut se rappeler, par contre, puis là, on n'était pas là pour en parler à l'époque, mais les médias, quand ils ont commencé au 18e siècle, 19e siècle, c'était effectivement des publications pour des organisations politiques. On se rappellera le journal Le Soleil de Québec. En dessous de son titre, c'était marqué « L'organe du Parti libéral du Québec ». Ça fait longtemps que ça n'a plus rapport, là. Tu sais. Et non, parce que
on s'est rendu compte avec les années que, tu sais, un média qui vend de la copie à des partisans d'un parti politique, ils se privent de tous les autres lecteurs qui ne sont pas des membres de ce parti-là. Donc, éventuellement, pour gagner du lectorat, pour faire plus d'argent, les médias sont devenus des entreprises privées qui s'adressent à tout le monde. Et c'est pour ça que l'information est devenue neutre et factuelle et qu'elle vise vraiment un public très, très large. T'sais, c'est vraiment ça, et on n'est pas retourné en arrière. Évidemment, on pense par exemple avec la presse avant qui appartenait à Power Corporation, c'était dans sa constitution que ça devait servir le fédéralisme canadien, mais ça n'empêchait pas de parler de points de vue qui sont souverainistes, par exemple. Tu sais, je veux dire, avoir une orientation comme ça n'empêche pas qu'il faut qu'on présente les autres points de vue quand ils sont d'intérêt public. Mais maintenant, il n'y a plus absolument aucun média au Québec qui appartient à des liens de partis politiques. C'est tout. Tu sais, je pense aux coops de l'information, c'est des coops, c'est les journalistes, les employés qui sont propriétaires. Jessica a laissé tomber la presse, c'est rendu un OBNL, Le Devoir aussi. Tu sais, c'est plus. Puis Le Devoir, à l'époque, en fait, c'était un média qui était très pour la souveraineté du Québec, mais maintenant, on parle de tout parce qu'on peut pas se permettre ça. Puis pourquoi qu'on dirait aux gens pour qui voter de toute façon? Qui sommes-nous pour ça? On va vous donner l'information. Faites-vous votre idée, puis allez voter pour qui vous voulez. L'important, ce qu'on va vous dire, c'est allez voter parce que c'est essentiel à la démocratie. Pour le reste, pourquoi mon opinion vaudrait plus que celle d'un autre, franchement? Puis il y a vraiment beaucoup de... Puis j'en parlais un peu matin, mais je pense que le journaliste, ça existe depuis longtemps. Puis j'ai l'impression que ce mythe-là n'a pas tant fait son chemin, dans le sens que on va beaucoup dire justement que vous êtes là, autant à la télé que le journaliste, pour faire peur, pour justement sensibiliser les gens, mais de façon un peu extrême. Puis on entend beaucoup les Québécois ou les Québécoises. Tu sais, tel article, ils ont dit ça, puis là, c'est dur comme faire. Tu sais, justement, qu'ils ont de la misère à faire leur propre opinion par rapport... Ouais, c'est sûr que, tu sais, en anglais, ils disent toujours, tu sais, no news, good news. Là. Ouais. Fait que c'est sûr que, tu sais, comme journaliste, nous, tu sais, la meilleure façon de voir mon travail, là, c'est que moi, j'ai un gros miroir et mon but, c'est de faire la réflexion de la société dans laquelle je vis, donc de refléter les enjeux de la communauté dans laquelle je travaille. Donc, c'est sûr que si tout va bien, techniquement, c'est comme ça que c'est supposé aller, donc j'ai pas de nouvelles, là. Donc, c'est sûr qu'il y a une grosse partie de notre travail, c'est de relever les irrégularités, les injustices, les problèmes. Pourquoi? Parce que, finalement, quand on les présente sur la place publique, on peut plus faire comme si on le savait pas, donc il faut qu'on fasse quelque chose pour les régler. T'sais, notre travail, c'est vraiment ça, c'est de mettre ces idées-là sur la place publique pour amener une réflexion collective, pour sensibiliser les gens à ces enjeux-là, pour finalement améliorer les conditions pour tout le monde. C'est ça notre travail à la base. Fait que c'est sûr qu'on parle plus de mauvaises nouvelles. Notre but, c'est pas de faire peur au monde, c'est d'informer les gens. Malheureusement, il y a une partie de la population, puis c'est tout à fait normal, c'est un réflexe naturel. Quand on voit des choses plus alarmantes, on a tendance à vouloir faire l'autruche. Mais on peut pas faire l'autruche quand on travaille pour la communauté. T'sais, parce que si j'ai une information d'intérêt public que je tais, je ne sers pas la population. T'sais, c'est aussi simple que ça. Fait que c'est vaut mieux en parler. T'en penses quoi, toi? Bien, moi, je sais qu'il y a quelque chose qui est depuis le début, la différence entre chroniqueur et journaliste, ça, même moi. Ouais, j'aurais pas fait la différence, je pense. Tu sais, c'est comme on dit, si la personne a droit de parole, elle passe à la télé, tout ça, c'est que, à quelque part, il y a comme un côté non dit que cette personne-là est, je veux pas dire qu'elle est pas crédible, mais tu sais, il y a comme ça qu'on a comme, mon Dieu, je perds mes mots tout d'un coup, mais c'est pas grave. Que cette personne-là a l'information, mais la différence entre le chroniqueur, où est-ce qu'il démontre vraiment son opinion personnelle, je pense que c'est là que les gens, puis on s'entend que l'information est tellement instantanée, puis le réflexe maintenant, tu l'expliquais tout à l'heure, quand tu voulais te plaindre ou faire de quoi, faire la lettre, juste passer à travers ce processus-là, souvent les gens laissaient tomber parce qu'ils disaient, est-ce que ça vaut, le jeu en vaut la chandelle? Aujourd'hui, en effet, instantané, gros plein de merde, scène, tu sais, je veux dire, c'est instantané, les gens ont plus ce filtre-là. Fait que je pense que le point de chroniqueur, c'est une personne qui exprime son opinion. Les gens, je pense que ça, ils l'ont comme pas capté. Sa télé, c'est comme, ils essaient de nous envoyer dans cette direction-là, alors que c'est quelqu'un qui exprime son opinion. Oui, bien c'est ça. Puis on est dans une ère où la chronique a pris une place beaucoup, à mon avis, là je donne mon avis, prépondérante. Et c'est pas l'information. Tu sais, moi, je veux dire...
quelqu'un qui est un expert dans un sujet qui va me parler, ben, je trouve ça intéressant, tu sais, si on fait venir un épidémiologiste ou un chercheur, mais quelqu'un qui, sa job à tous les jours, c'est de parler à de tous les sujets. En partant d'un sujet. C'est ça, tu sais, quand on voit, tu sais, la façon la plus facile de faire la différence entre un journaliste et un chroniqueur, à part de regarder si c'est écrit chronique quelque part, là, c'est est-ce que la personne, elle parle au jeu, est-ce que la personne exprime une opinion ou elle exprime l'opinion, elle partage l'opinion de quelqu'un d'autre, elle rapporte les propos de quelqu'un d'autre. Et il y a des excellents chroniqueurs, tu sais, puis il y a des chroniqueurs qui ne parlent jamais au jeu, qui vont exprimer une opinion, mais qui vont l'appuyer sur des faits, des recherches, comme des généralité, là, ouais. Tu sais, et une chronique bien documentée, ça peut être très, très, très informant. Ça peut être une excellente façon d'apprendre des choses, tu sais. C'est juste que, tu sais, c'est pas je me lève le matin puis j'aime pas la soupe aux tomates, je vais dire que j'aime pas la soupe aux tomates pendant 15 minutes. T'sais. Et ça, malheureusement, dans l'industrie des médias, il y en a pour tous les goûts. Hein? C'est comme un gros buffet. Mais oui, c'est ça, c'est un bassin. Il y a de la salade, puis il y a un peu de frites, puis il y a un peu de croquettes de poulet. Puis, tu sais, c'est comme, ben on n'a pas le choix parce que si on offrirait juste 3-4 sortes de salades, ben les gens ne viendraient pas à notre buffet. Ben et sur Internet, le buffet est encore plus gros. Puis là, le problème avec l'Internet, c'est que la valeur nutritionnelle des aliments n'est pas mise. Donc, non, et là, tu peux manger n'importe quoi et tu sais pas si ce que tu manges, c'est bon ou pas. Mais c'est ce que j'allais dire aussi, c'est qu'il suffit que tu deviennes la saveur du mois. Là, on t'invite partout, tu donnes ton opinion sur tout, puis les gens, je veux pas médire, mais les gens, des fois, leur esprit critique, je pense qu'il est un peu déficient. Oui, voilà, exactement. Tu sais, moi-même, la première, là, je veux dire, on se fait tellement bombarder de choses, puis des fois, tu as tellement confiance en quelqu'un, tu es fasciné par ce que la personne fait, puis là, elle va te parler de son shampoing ou de sa crème ou de peu importe, là, t'es comme puis là, t'es curieuse, puis depuis, je pense, 1 an ou 2, je commence vraiment à regarder, OK, ben, je vais m'informer, c'est quoi? Finalement, c'est de la merde. Je vais pas acheter ça. C'est quoi, là aussi, c'est motivations derrière, exact. Parce que c'est ça, il y a de l'argent, il y a des contrats, il y a... Ben, il y a ça aussi, tu sais, moi, je veux dire que j'écris 25 reportages dans une semaine ou que j'en fasse 2, mon salaire reste le même, parce que je suis pas à la pige, là. On s'entend, il y a des journalistes indépendants aussi qui sont à la pige, mais surtout, c'est que c'est comme... Ce n'est pas ces gens-là qui vont payer mon salaire. Ça reste le média. Et même si je travaille pour une entreprise privée qui possède un média, mon client, c'est le lecteur. Et je n'oublie jamais ça. Et je n'écris pas de reportage pour faire plaisir à mes boss. J'écris pour informer les lecteurs. Normalement, ben, ça fait des bons taux de lecture. On a une bonne crédibilité. Donc, mes boss sont contents. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais je trouve ça beau parce que tu parles un peu d'éthique là-dedans. Ben, totalement. Je pense par rapport à toi-même. Puis je pense que moi, je donne mon avis par rapport à ça, mais sur les réseaux sociaux, il en manque énormément d'éthique. C'est rapidement mis sous le tapis. Puis, je sais pas, toi, là, je vais te demander ton opinion encore, mais en tant que journaliste, comment tu trouves ça, justement, que l'ère des réseaux sociaux, c'est énorme? Il y a comme un. Ben, c'est une grosse cour d'école, hein. Puis là, tu parles d'éthique. Il y a une éthique puis une déontologie du journalisme. T'sais, là, je parlais, le conseil de presse a son guide de déontologie, la fédération professionnelle a un guide de déontologie. Moi, j'ai écrit un livre là-dessus, pas de lapin dans le chapeau. J'enseigne l'éthique et la déontologie. Mais à la base, effectivement, l'éthique, c'est quoi? C'est la morale personnelle. Tout le monde en a une. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui semblent acceptables pour quelqu'un qui ne sont pas pour d'autres. Exemple, journaliste, aller cogner chez la mère dont l'enfant a été trouvé mort dans la piscine noyée. C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça, mais il y en a que pour eux, c'est leur travail, ça leur dérange pas d'aller cogner, puis moi, ça m'écoeure, tu sais. Mais ça, c'est une question d'éthique personnelle. Mais c'est basé sur... Ça me rappelle mon cours d'éthique en travail social. Mais c'est comme ça part de tes valeurs aussi, là. Ben, exactement. C'est ça, tu dis, quelqu'un pourrait avoir une autre opinion. Hein. C'est ça, tu sais, c'est le travail. Puis là, tu sais, si on revient sur les réseaux sociaux, ben c'est encore une fois, tu sais, c'est l'émotionnel qui prend le dessus sur tout le reste. Et c'est fait pour ça, on pense à l'algorithme, puis il y a un super documentaire qui s'appelait Derrière nos écrans de fumée il y a quelques années qui est sorti pendant la pandémie. Et c'est que ce que les gens réalisent pas, c'est que plus tu consultes une certaine sorte de contenu, ben les réseaux sociaux, là, ils font leur argent avec de la publicité parce que tu payes pas, hein? Et très, très important, quand vous ne payez pas pour quelque chose, c'est que vous êtes le produit qui est à vendre. Donc, si vous payez pas pour les nouvelles, c'est parce que c'est les publicités. Même chose pour les réseaux sociaux. Vous payez pas pour être sur Meta, vous payez pas sur être Twitter, vous payez pas sur être sur Instagram. Il y a des publicités qui se vendent à partir de vos données. Et vos données, c'est quoi? Ben, c'est vos données, nom, âge,
mais vos préférences de contenu. Et pourquoi c'est payant? Bien, c'est que plus vous êtes longtemps sur ces plateformes-là, plus que votre attention vaut cher pour les annonceurs, donc plus que Meta et compagnie peuvent faire de l'argent là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, à force de regarder certains contenus, bien, on vous propose des choses que vous aimez parce qu'on apprend. Tu sais, l'algorithme apprend à vous connaître selon vos préférences. Et donc là, on vous présente des contenus qui sont susceptibles d'augmenter votre temps sur la plateforme. Mais ça fait aussi qu'on ne vous donne pas des contenus qui sont contraires peut-être à ce que vous pensez, donc on ne vient pas vous confronter. Mm-hmm. Et ça crée des chambres d'écho. Et ça, on le voit, par exemple, avec la pandémie. Il y avait les gens qui ne croyaient pas au vaccin, qui étaient contre les mesures restrictives. Et en fait, ces gens-là pensaient qu'ils étaient beaucoup plus nombreux qu'ils sont parce que les réseaux sociaux avec lesquels ils communiquaient, bien, ils communiquaient juste entre eux autres et se partageaient juste des contenus entre eux autres. Et donc là, ils étaient complètement imperméables au reste. Qu'est-ce que ça fait quand tu n'es pas confronté souvent à tes opinions? Bien, c'est ça, tu réagis de façon épidermique. J'imagine aussi. Tu manques d'informations parce que tu n'as pas le contrepoids. Tu ne peux pas te faire une idée parce que tout ce que tu vois confirme ce que tu connais. C'est ça, c'est ton biais. Ça valide, là, c'est ça. Puis là, ben, c'est que tu n'es pas confronté souvent. Fait que quand ça arrive et qu'il y a quelqu'un qui émet une opinion qui est différente de la tienne ou qui présente des faits qui ne fait pas ton affaire, tu as une réaction très épidermique. Et là, c'est l'émotion qui passe par-dessus. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est en train de vivre dans des bulles parallèles. Mm-hmm. Et là, quand ça se cogne, ça fait un choc. Mais dans le fond, tu sais, on devrait accepter que des points de vue différents, il y en a un puis un autre, puis que ça va toujours être comme ça. Puis c'est pas parce que l'autre personne ne pense pas comme toi que c'est ton ennemi. C'est juste différent. On passe à un autre appel, puis t'es pas obligé d'être ami avec tout le monde, mais t'es pas obligé de vomir sur les gens qui pensent pas non plus comme toi. Non, c'est ça. Ben ça, c'est un peu de la conscience sociale qui est pas toujours facile à... Non, mais exactement. Puis ça revient toujours à, justement, c'est quoi notre échelle de valeur? Tu sais, ce en quoi moi je crois, puis... Puis on se questionne-tu vraiment là-dessus? Je pense qu'il y en a plusieurs que non, là. Non. Ben, c'est reconnaître instantané aussi. Hein, mais voilà, c'est ça. Et c'est ça qu'ils veulent, les gens sur les réseaux sociaux, là, les personnes qui opèrent les plateformes. Ce qu'ils veulent, c'est que tu likes, que tu partages sans penser parce que tu deviens prisonnier de la machine. Tu alimentes l'algorithme qui leur fait faire l'argent et finalement, c'est... Tu sais, tu te rends pas compte, mais c'est que c'est au détriment d'une qualité de vie, une qualité aussi de réflexion, tu sais, la capacité intellectuelle, là, de faire le pour et le contre. Tu sais, on l'a entendu souvent, là, en pandémie, là, faites vos recherches, mais c'est surtout dans la vie. Oh, tout à fait. Et ça devrait être un plaisir de faire ces recherches parce que tu apprends des choses. Puis, tu sais, l'expression dit plus j'en sais, plus je sais que j'en sais pas. Ouais. Mais c'est un plaisir à quelque part parce que, je veux dire, il y a tellement de choses à apprendre. Puis, oui, des fois, il y a des choses que tu découvres qui vont te confronter, mais ça fait partie de la vie. Puis, à quelque part, ben, de te confronter, ça te permet de juste solidifier ton opinion à partir de choses beaucoup plus concrètes aussi. Puis la vie n'est pas toujours un débat. Et ne devrait pas toujours être un débat. Mais je pense que tu dis quelque chose d'important. Moi, je l'ai vécu cette période-là où j'étais tannée d'écouter la télé puis de lire le journal puis puis tu sais, dans mon domaine, justement, en travail social, c'était important d'être informé de ce qui se passe dans le monde. Fait que j'ai eu cette confrontation-là où je suis tannée de me faire bombarder de mauvaises nouvelles, mais en même temps, je pense que tu as dit la notion qui est importante, c'est de faire tes recherches. Tu sais, oui, des fois, c'est négatif, mais fais tes recherches, tu vas pouvoir faire ton opinion, puis tu vas pouvoir mieux contrôler un peu l'information par rapport à ça. Là. Oui, puis c'est un phénomène qui est documenté, ça, l'info-anxiété. Hein, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se couper de l'actualité parce qu'ils sont pas capables d'absorber tout ce qui est négatif qui vient de ça. Puis, tu sais, nous, comme journalistes, là, on n'écrit pas puis on fait pas ces reportages-là pour vous déprimer. C'est parce que c'est ça qu'il faut savoir. Tu sais, à tous les jours, là, on se demande, tu sais, on se fait proposer des sujets, tu sais, des centaines de personnes qui veulent qu'on parle d'eux, tu sais, puis je veux dire, parle de ma business. Ben, pourquoi je parlerais de ta business? Tu sais, les questions qu'on se pose, nous autres, avant de faire un sujet, c'est pourquoi c'est d'intérêt public? Donc, pourquoi on en parle? Pourquoi on en parle maintenant? Aussi, parce qu'il faut que ce soit quand même dans l'air du temps, tu sais. Je veux dire, si tu veux me parler de la fête des mères, ben t'es comme un mois d'avance, là, tu sais. Puis pourquoi on en parlerait avec vous? Tu sais, pourquoi vous êtes la meilleure personne? Tu sais, est-ce que vous êtes un expert dans votre domaine ou t'es juste quelqu'un qui a un blog comme ça puis qui écrit pour le fun sans vérifier ses faits? Tu sais, parce que moi, quand je donne la parole à des gens dans mes reportages, mais je prends la responsabilité de la crédibilité de cette personne-là, tu sais. Si moi, je parle et que, tu sais, j'écris, je donne de la visibilité à une personne, cette personne-là s'avère être un charlatan, ben moi, ma crédibilité comme journaliste, elle en pâtit parce que moi, j'aurais dû faire la recherche avant, tu sais. J'ai le goût de vous parler pas le pire, mais un des pires reportages que j'utilise dans mes cours comme exemple pour mes étudiants en journalisme.
C'est le fameux reportage sur le chantier de construction à côté d'une mosquée à Montréal. Ça a été en décembre 2017. C'est un reportage qui, malheureusement, a coûté son emploi à la journaliste qui fait autre chose aujourd'hui, mais ils sont une équipe derrière tout ça. Mais bref, c'est sur l'heure du midi, en direct, au bulletin de nouvelles de TVA. La journaliste dit que les représentants d'une mosquée ont demandé à l'entrepreneur qui faisait la construction sur le chantier à côté qu'il n'y ait pas de femmes le vendredi sur le chantier parce que c'était contraire à ce qu'ils voulaient et tout ça. Et la dame a interviewé l'entrepreneur en construction qui dit que ça n'a pas de bon sens. Lui, il était en vacances quand c'est arrivé, mais il est obligé de réaffecter des femmes. Il y en a une qui a perdu des heures de travail, puis même qu'il y a une femme qui aurait été menacée, invectivée sur le chantier, puis ça n'avait pas d'allure. Je me rappelle pas de ça. Ben, ça me dit quelque chose. Puis là, écoute, tu sais, c'était scandaleux. Puis là, elle dit, on va parler avec les représentants de la mosquée plus tard, on va essayer de les rejoindre. Première erreur, c'est d'aller en direct sans avoir eu le point de vue des dirigeants de la mosquée. Ben exact. Parce que là, on va vous revenir avec ça. C'est ça. Et là, ce qui allume des... Tu sais, puis je veux dire, pour quelqu'un qui n'est pas dans le journalisme, là, tu ne reconnais pas ça, mais ce que tu comprends quand tu écoutes, c'est que le gars, il n'était pas là, il était en vacances et il rapporte les propos de quelqu'un d'autre. Et il a réagi en fonction de ça. Fait que déjà, pour moi, ça, c'est une autre grosse lumière. Et là, évidemment, ce reportage-là, et la journaliste disait qu'elle avait le contrat sur lequel c'était écrit noir sur blanc que les femmes n'avaient pas le droit d'être sur le chantier. Ça a eu des échos, évidemment, partout au Québec, jusqu'à l'Assemblée nationale où les partis ont dénoncé ça. Ça a fait un grand, grand bruit. Il y a plein de gens qui se sont indignés sur les réseaux sociaux. Puis finalement, quelques jours plus tard, ça a pris beaucoup de temps, ils ont fait un autre reportage. Et là, on a su que ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait une employée, là, la Commission de la construction a fait une enquête, une employée là, de, je pense, une instance des travaux publics, mais je ne pourrais pas le dire avec mémoire. Elle avait juste dit le vendredi de faire attention à cause des prières pour que ça ne soit pas trop bruyant, de respecter les croyances des autres. Techniquement, tu n'es même pas obligé de dire ça. Et là, ça, il y a des gens qui ont pensé que ça avait rapport avec les femmes. Puis les dirigeants, ils n'ont jamais demandé ça. Donc, puis là, donc le contrat que la journaliste disait qu'elle avait, il n'existait pas. Et là, le gars, l'entrepreneur en question, lui, il a juste mal compris la consigne et il est allé écrire ça sur les réseaux sociaux pour s'indigner. Et là, ça l'a pris toutes sortes d'images. Et finalement, il n'y avait absolument rien de vrai là-dedans. Dans un verre d'eau, là. Oui, mais puis tu sais, je veux dire, tout ce qui concerne, on s'entend, là, l'islam, les personnes étrangères. Tu sais, on était en 2017, puis on se remettait encore d'Hérouville, là, tu sais, puis de la Charte des valeurs et tout ça. C'est un sujet qui est hautement délicat et on le sait. Et comme journaliste, on doit être encore plus prudent quand on va dans ces terrains-là. Fait que si elle avait parlé aux dirigeants de la mosquée avant, elle n'aurait pas eu son histoire. Parce qu'il n'y en avait pas d'histoire. Mais ça l'a tellement fait réagir. Puis finalement, c'est sûr. La journaliste, elle aurait dû faire ses vérifications avant. Puis là, elle s'est fiée sur les candidatons de quelqu'un qui s'est déchiré la chemise sur les réseaux sociaux. Puis dans le reportage qui a été fait, c'était Félix Séguin qui a fait le deuxième reportage. Le gars, il est devant la caméra puis il dit « Ouais, j'aurais peut-être pas dû, mais c'était mon Facebook, puis c'est ça que je ressentais, mais j'aurais peut-être pas dû le mettre comme ça. » Mais je veux dire, c'est des histoires comme ça. Là, ça aurait pu être dangereux. Hein. C'est ça. Et c'est ça. Et c'est pour ça que les journalistes, on a une responsabilité sociale aussi, justement. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de vérification des faits puis de crédibilité, parce que ce reportage-là, moi, je le montre à mes étudiants comme un épouvantail d'Halloween. Je veux qu'ils s'en rappellent toute leur vie parce que je veux jamais qu'ils fassent cette erreur-là. Mais mettons qu'on parle pour parler, là, je suis juste curieuse de cette histoire-là. Qu'est-ce qui peut expliquer que la journaliste s'est mis un peu les pieds dans les plats comme ça? C'est qu'elle a parlé à deux sources, donc le contremaître puis l'entrepreneur, qui, eux, juraient que c'était ça. Puis là, d'après moi, ils passaient pour le midi. Ils ont passé, puis là, ils disent, on va aller parler. T'sais. Donc, c'est sûr qu'en disant, on va aller parler aux dirigeants de la mosquée, on s'assurait d'avoir l'équilibre. Sauf que, malheureusement, c'est parce que c'était tellement... Ils étaient sûrs que ça allait être le reportage de leur vie. Là. C'était une grosse histoire. Je pense que ça a été le reportage de leur vie, mais négatif. Oui. Mais on est des humains, hein, les journalistes. Puis justement, plus qu'on s'emballe pour un sujet, plus qu'on devrait être prudent. C'est ça. Mais c'est peut-être ça le manquement que... Mais écoute, il y a eu des dizaines et des dizaines de plaintes au conseil de presse. Évidemment, il y a eu un blâme sévère qui est adressé aussi bien à la journaliste qu'aux médias. C'est traumatisant. Là. C'est traumatisant. Ça lui a coûté sa carrière, hein, la pauvre. Puis cette journaliste-là, elle était excellente. Elle avait une très bonne réputation avant ça. T'sais. Fait que ça, c'est dommage. Mais la preuve que ça peut casser. Puis, je fais le parallèle avec les réseaux sociaux, là, comme ça. Là. Ben oui. Ça donne une mauvaise... ça me fait penser un peu à Québec Scoop.
je nomme, là, mais comme de même, ça l'a un peu brisé parce qu'il a annoncé une nouvelle par rapport à la santé mentale de quelqu'un. Puis tu sais, lui, il est beaucoup plus dans le... Potin, j'allais dire sans social... on peut dire ça un peu. Mais tu sais, c'est beaucoup faire réagir, justement, beaucoup les célébrités, les influenceurs. C'est pas du journalisme pour moi, ça. Non, c'est ça. C'est pas du journalisme, mais reste que... Tu sais, je rapporte dans les réseaux sociaux qu'il y a du monde qui je pense qu'il s'inspire quand même du journalisme, mais c'est dur pour le consommateur de voir hey, ça, c'est pas du journalisme, ça, c'est quelqu'un de vraiment formé qui a fait des recherches, puis là, on le voit qu'il est là, l'erreur. Là, la personne a juste publié quelque chose parce qu'elle était emballée de le publier. Là. C'est parce que, tu sais, c'est payant, là, tu sais, dans le sens d'avoir l'information comme ça. Puis, tu sais, le divertissement, c'est beaucoup plus payant. Pourquoi il y a des horoscopes puis des mots croisés dans un journal puis qu'on vous met des sports, tout ça, tu sais? Je veux dire, faut aller chercher un peu tout le monde pour être, tu sais, puis le problème, c'est évidemment, c'est dans la guerre, c'est... Hey, non, mais écoute, moi, je me rappelle, on recevait... Écoute, le nombre d'appels qu'on recevait quand on n'avait pas mis le bon mot croisé ou qu'on avait joué 2 fois le même horoscope, là. Mais voyons donc. Écoute. Mais c'est ça, tu sais, mais c'est payant. Puis, tu sais, là, c'est l'exemple, justement, de Québec Coupe, ça m'amène à parler d'une autre limite qu'on a comme journaliste. La liberté de presse, là, c'est pas tout le tout doit être su, tu sais, je veux dire, on n'aura jamais une connaissance absolue de tout, tu sais. Mais il y a des choses à prendre en considération. C'est ça, tu sais, évidemment, c'est l'intérêt public qui prime, mais la liberté de presse a pour limite aussi les droits fondamentaux des individus, tu sais, la vie privée, le droit à la dignité. Tu sais, bon, il y a le secret d'État, la sécurité des personnes. Je veux dire, le droit à l'image. Tu sais, je veux dire, on n'ira pas mettre la photo de quelqu'un qui n'a pas rapport. Tu sais, je veux dire, là, écoutez, en fin de semaine, là, dans les derniers jours, il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Philippe Coutu, si je ne me trompe pas, qui habite à Rouen. Et lui, il s'est retrouvé il y a quelques semaines dans une espèce de tourbillon parce qu'il y a un autre Jean-Philippe Coutu qui a fait un meurtre à Stouck-les-Sud, en Estrie, il y a quelques semaines. Et il y a un journaliste, puis là, je ne sais pas c'est qui a trouvé une photo de Jean-Philippe Coutu sur les réseaux sociaux. Et qui mais le mauvais Jean-Philippe. C'est ça. Et là, il y a 8 médias québécois qui ont repris cette photo-là. Donc, probablement que les premiers ont pris la même photo en se disant qu'eux avaient fait leur vérification. Autre conseil, c'est pas parce qu'un journaliste publie quelque chose que c'est fiable. Vous devez refaire vos propres vérifications si vous travaillez sur la même chose. Et là, le pauvre Jean-Philippe Coutu, qui avait une réputation impeccable, a été obligé de sortir lui-même dans les médias pour dire « Hey, c'est pas moi, là! » T'sais, et ça peut mener à des poursuites, ça peut mener à des plaintes. Parce qu'il y a une atteinte à sa réputation. Et là, c'est que le travail n'a pas été bien fait. T'sais, et c'est atroce, parce que crime, il n'a rien fait, le pauvre monsieur. Puis là, ben, l'autre Jean-Philippe Coutu, on n'a aucune idée de quoi qu'il a de l'air. C'est ça. Parce mais lui il va quand même être associé. Ben oui, puis c'est parce que l'article qui reste, mais je veux dire, puis c'est ça, je veux dire, il y a un mal qui a été fait. Oui, là, depuis ce temps-là, les médias ont enlevé leurs photos, mais le mal a été fait. Il y a des gens qui vont l'associer à ça. Puis qui vont jamais voir l'information que c'était pas lui. Là. Non, exactement. Et par rapport à ça, si on prend des fausses nouvelles, là, on parlait de vraies nouvelles, mais mettons une fausse nouvelle, là, le démenti circule 6 fois moins vite et 6 fois moins que la fausse nouvelle. Donc, c'est pour dire que pour chaque personne, là, que chaque personne qui voit une fausse... S'il y a 6 personnes qui voient une fausse nouvelle, il y en a juste une qui va savoir que c'est pas vrai à la fin. Mais c'est incroyable parce qu'il y a tellement d'informations, puis bon, je ramène tout le temps aux réseaux sociaux, mais il y a tellement d'informations, tu sais, justement, un créateur de contenu, un influenceur qui va demander une question, qui va partager quelque chose selon son opinion, puis il y a plein de gens en dessous qui vont commenter, puis c'est fou les contredits qu'il y a à l'intérieur, puis je me dis... Mais là, il y a quelqu'un qui va il va dire ça, c'est ma vérité. Moi, je décide de croire ça. Ma vérité, tu le dis. Tu sais, des vérités, il y en a plein. C'est ça. Puis je veux dire, il n'y a absolument rien de mal de parler de son opinion sur les réseaux sociaux, d'échanger avec des gens. Tu sais, je veux dire, on est des êtres humains. Là, d'être conscient de dire que c'est une opinion personnelle. C'est ça. Tu sais, c'est notre nature même comme être humain d'avoir des jugements, d'avoir des opinions, d'avoir des idées. Il faut juste qu'on participe au dialogue en se rappelant que c'est un échange d'idées. Ouais. Tu sais, et là, s'il y a des faits, ben normalement, tu sais, des faits, ben tu peux mettre des liens vers des sources fiables, évidemment. Tu sais, c'est pas parce que c'est sur un site Internet que c'est vrai. Il faut vérifier que le site est bon. Tu sais, il y a vraiment une grosse démarche de recherche, mais on arrive à quelque chose, tu sais. Mais c'est ça. Tu sais, je veux dire, on peut participer à ces débats-là, mais il faut garder en tête que c'est un échange d'opinions et que, malheureusement, les opinions ne se valent pas toutes parce qu'une opinion qui est documentée, qui est appuyée sur des sources, bon, scientifiques, vérifiables, sur des chiffres qu'on est capable de prouver, c'est pas la même chose qu'une opinion qui dit, bon, mais moi, j'aime pas la soupe aux tomates. C'est ça. L'astique de soupe aux tomates. Ouais. Moi, j'aime ça, mais je veux dire, les gens ont le droit de pas aimer ça. T'sais. Bien, effectivement. Puis, comment toi, mettons, en tant que journaliste, de voir ça sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu aimerais voir de plus chez les créateurs de contenu ou les influenceurs pour sensibiliser plus les... Bien, des fois, de mettre des références. Puis je veux dire...
on s'attend pas à ce que tout le monde ait la même démarche journalistique, puis c'est correct. Nous, on est des journalistes, c'est notre job. On n'est pas des influenceurs, donc c'est deux choses différentes. Mais c'est ça, c'est d'y aller avec les faits, d'informer les gens, de demander aux gens de s'informer aussi. Moi, je plaide beaucoup pour, vous avez le droit d'aimer ce que vous voulez, mais au moins prenez la chance de vous informer parce que là, je vais vous citer un vieux monsieur qui s'appelle Alfred Sauvy, qui disait « Bien informés, les gens deviennent des citoyens. Mal informés, ils deviennent des sujets. » L'information, c'est le ciment de la démocratie. OK? Puis même si on ne veut pas aller voter, c'est pas tout le monde qui va voter, c'est correct. Même si on ne suit pas la politique, je veux dire, le journalisme, lui, ce qui sert, là, c'est de vous montrer tout ce qui se passe dans votre milieu pour que vous fassiez partie activement de ce milieu-là. On va vous parler des spectacles, des artistes, des sports, de l'économie, des entreprises, de l'environnement, des projets, des innovations. Tout ça parce que on fait le choix de vivre dans une société. Puis, il faut être au courant de certaines choses, puis ça va vous permettre d'avancer, tu sais. Puis des fois, là, on fait un reportage sur une jeune entreprise, puis crime, il y a une autre entreprise plus loin qui voit ça, puis là, ça pourrait faire un bon partenaire. Bien, grâce à mon article, ils vont avoir des partenaires, on va aider à donner de la visibilité. Autre chose de plus. On va faire un article sur un jeune athlète prometteur. Bien, crime, il y a peut-être un commerçant du coin qui va décider de le commanditer à cause de cet article-là, puis un jour, cet athlète-là va aller aux Olympiques. Tu sais, c'est comme plein de maillages que si tu le sais pas, ce qui se passe chez vous, là, fait que si tu ne veux vraiment pas t'informer, construis-toi un shack dans le bois puis sors pas. Parce que l'information, c'est à la base de toutes les interactions qu'on a. 100%. Je suis d'accord avec ça. C'est comme la nourriture. Je veux dire, tu peux manger un Big Mac de temps en temps, il n'y a pas de problème, mais il faut qu'à la base, tu t'alimentes de façon quand même saine si tu vas être en santé puis vivre longtemps puis blablabla. Ben, c'est la même chose. L'information, c'est la nourriture de ton cerveau pour vivre en société. Donc, tu sais, tu peux pas faire abstraction de tout ce qui est autour de toi. Mais pour être informé aussi, je pense que c'est important parce que si t'es pas informé... Oui, puis tu sais, je te demande pas de me nommer les 10 premiers ministres des provinces puis les 3 des territoires. Please, non. Tu sais, c'est pas ça. Tu sais, la question, c'est juste, tu sais, de savoir un peu de choses. Puis à la limite, si tu te poses une question, ben d'aller chercher l'information puis de savoir au mieux aller la chercher, tu sais. Les médias d'information, c'est à ça qu'on sert, entre autres. C'est un résumé de ce qui se passe dans le Québec, dans votre ville, dans votre pays. Puis si nous, on n'est pas là, ben c'est pas Facebook qui va envoyer des journalistes couvrir votre assemblée municipale. Bien, justement, c'est vers là que je voulais t'amener par rapport à la fameuse loi C-18 qui, maintenant, on sait que les gens consomment de plus en plus l'information sur Internet, les réseaux sociaux. Ben, je vais laisser notre charmante invitée Marie-Ève qui va pas être en mesure de vraiment spécifier. Ben, c'est que dans un sens, tu n'as plus accès aux nouvelles. Il y a eu une guéguerre, le méta. Faudrait que... Ouais, je vais te laisser expliquer le tout. J'aime qu'elle tasse son café. OK, je suis prête. Une demi-heure. Non, ben, c'est parce que dans le fond, là, il faut savoir que, tu sais, jusqu'au début des années 2000, si tu voulais t'informer, tu n'avais pas le choix d'acheter ton journal, d'écouter la télé ou la radio. Puis la télé-radio, ben, il y a une partie de ce que tu payes, mettons, dans le fonds de câble ou de distribution, ton abonnement au câble qui sert à payer les émissions de télé, la radio, tu sais, donc, il y avait ça. Après ça, ben là, au début des années 2000, on commençait à avoir des ordinateurs avec Internet à la maison. Et donc là, on avait accès à toute l'information du monde entier. Et les médias, beaucoup de médias ont fait la gaffe de dire, bon, on va mettre notre contenu gratuitement parce qu'on va aller chercher les revenus des pubs ailleurs dans le monde pour financer. Donc, les gens n'ont plus besoin de payer parce qu'on va se financer avec la pub. Arrive 2004, création de Facebook. 2006, création de YouTube, ou à peu près. Là. Je dis ça sur réserve. Il faudrait que je refasse mes recherches pour être sûre. Mais je dis ça à peu près. Là. Moitié des années 2000, on arrive avec Facebook, YouTube, puis il y a eu Google aussi qui est arrivé. Et on n'avait pas prévu, mais finalement, c'est que ces plateformes-là offrent des options publicitaires beaucoup moins chères et beaucoup plus ciblées. Supposément, algorithmiquement, il y a des gens qui sont un peu divisés là-dessus, mais je ne suis pas une experte. Et bref, aujourd'hui, en 2024, il y a plus de 80% de tout ce qui s'achète comme pub sur Internet au Canada qui s'en va juste chez YouTube, puis Facebook, puis Google. Okay? Les fameux GAFA, là, Google, Amazon, Facebook, Apple, puis Microsoft, pour ne nommer que ceux-là, des entreprises étrangères, donc c'est 80% des investissements de pub qui sortent du Canada, soit dit en passant. Ce qui fait que les médias, comment on se finance maintenant? Hein? On a besoin de nos yeux, on n'a plus nécessairement nos pubs, les gens ne payent plus pour s'abonner. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a des crédits d'impôt qui ont été mis parce que les médias continuent à être fermés. Et juste un petit exemple là, pour revenir là-dessus, là, si vous êtes une entreprise locale puis que ça vous dérange que les gens achètent sur Amazon, soyez conséquents et annoncez dans un média local au lieu d'annoncer sur Facebook. Hein? Ce sont des entreprises locales. Même si vous ne pouvez pas tenir un journal entre vos mains, les nouvelles locales, ça ne sont pas faites par des gens aux États-Unis. Et là, en fait,
pour être sûr d'être lus et vus, les médias n'ont pas le choix de mettre leurs nouvelles sur les réseaux sociaux parce qu'une grande partie des gens vont s'informer parce qu'ils vont voir la nouvelle passer dans leur fil d'actualité. C'est plus un réflexe comme avant d'aller acheter le journal tous les matins. Les gens n'ont plus ce réflexe-là. Donc, comment les gens tombent sur les nouvelles? Bien, souvent, c'est par hasard sur Facebook, entre autres. Et donc, je vous parlais tantôt que plus on est longtemps sur une plateforme, plus que les plateformes peuvent faire de l'argent. Oui. Donc, c'est sûr que la présence des articles d'information contribue à enrichir Meta. Et il y a Jean-Hugues Roy, qui est professeur à l'UQAM, à l'École des médias, qui a calculé qu'uniquement au Québec, c'est des dizaines, voire des centaines de millions de dollars en répercussions financières pour Meta grâce aux articles de nouvelles, puis c'est encore plus au Canada. Donc, depuis quelques années, il y a le discours qui dit, bien, comme on aide à enrichir les plateformes américaines avec nos contenus, puis tu sais, une nouvelle, là, c'est pas parce que vous payez pas pour la lire qu'elle coûte rien à faire. Il y a mon salaire, il y a le salaire de mon photographe, le salaire de mon réviseur, le salaire de mon rédacteur en chef, la mise en page, puis des fois, avec le papier, c'est la distribution, le camelot, l'impression. Donc, tu sais, ça coûte cher faire des bonnes nouvelles. Puis tu sais, une enquête qui prend 6 mois, là, il y en a des heures de travail. Là. Puis, tu sais, des enquêtes là, qui font changer des choses, tu sais, les scandales gouvernementaux. La commission Charbonneau, le scandale des commandites, ça, c'est grâce au travail de journalistes. Tout ce qu'on voit avec Nordvolt en ce moment, c'est des journalistes qui travaillent, qui font des demandes d'accès à l'information. Bref, le discours est qu'on peut avoir une redevance sur les contenus qu'on vous partage et qui vous enrichissent. Donc, nous donner une petite partie des millions que vous faites pour qu'on puisse rester ouvert puis continuer d'informer les gens. Parce que vous contribuez en tabarnouche, là. Ben c'est ça. Donc, le discours, c'était ça. Et le gouvernement a décidé d'imposer une loi qui s'appelle C-18 sur les nouvelles en ligne qui impose à tous les géants du Web qui bénéficient du trafic Internet généré par les nouvelles à reverser une redevance. Donc, Facebook, Meta, donc Instagram aussi, a décidé que, ben lui, il y avait des ententes avec certains médias à la pièce là, pour payer. Mais là, il a décidé de renier ces ententes-là et de dire, ben si, en vertu de la loi, je dois rembourser une partie de mes profits à des médias quand ceux-ci publient leurs textes sur ma plateforme, je vais juste les empêcher de publier leurs textes sur ma plateforme, donc je n'aurai pas une scène à leur donner. Et pour Facebook, ces revenus-là, c'est pas grand-chose. Tu sais, je veux dire, les millions que les médias font profiter à Facebook, c'est une goutte d'eau dans un océan, alors que pour les médias au Québec, surtout, c'est la différence entre vivre et mourir. Et donc là, c'est pour ça que depuis l'été dernier, on ne peut plus avoir les nouvelles sur Facebook parce que Facebook ne veut pas redistribuer l'argent. Et malheureusement, ben, Facebook Meta étant une des principales vitrines des nouvelles québécoises, ben, il y a encore moins de gens qui s'informent parce que c'est qui a eu le réflexe de dire je vais aller sur le site de mon hebdo local voir qu'est-ce qui s'est dit. C'est depuis quand cette loi-là est là? L'été dernier. Oui. Parce que me semble dernièrement, je me disais, il me semble qu'on ne voit plus. J'ai eu cette pensée-là. C'est depuis le mois d'août. C'est ça. Wow, ouais. Ouais. Et donc, c'est ça. Fait que là, les gens, ben, tu sais, qui a le réflexe d'aller s'informer? Il y a quelques personnes, tu sais, il y a une partie de la population qui a quand même recommencé à s'informer du côté des médias locaux. Mais pour bien des gens, ça signifie juste plus d'informations, tu sais. Et la nature a horreur du vide. Donc, l'espace qui est pris par les médias locaux, les médias régionaux, les médias canadiens, l'information bien traitée, ben cet espace-là, il est accaparé par des contenus douteux ou des vidéos de chats. Tu sais, c'est le fun des vidéos de chats, mais ça fait pas de vous un meilleur citoyen. Non, exactement. Et là, de l'autre côté... Je crois pas, non. De l'autre côté, on a Google qui a fait une entente avec Ottawa en vertu de cette loi-là. Il était supposé donner genre 172 millions. Finalement, ça va être 100 millions que Google va redonner. Oui. Puis là, des médias au Canada, il y en a beaucoup. Là. Puis, tu sais, genre, il y a une partie qui va aller à Radio-Canada qui est déjà subventionnée. Mais là, ce que j'ai découvert récemment grâce à un ami, c'est que c'est Google qui va décider qui va avoir l'argent. Donc, Google va déterminer qu'est-ce qui est d'information d'intérêt public ou pas. Aïe. Et peut-être que Google va décider que Québec Scoop, c'est aussi fiable que la presse. Aïe, aïe, aïe. Et donc, en donnant cet argent-là, ben là, Google n'aura pas besoin de se soumettre à la loi C-18. Comment il va évaluer ça, tu sais? Ben, on le sait pas parce que c'est une entreprise privée. Ben, c'est ça, c'est... Donc, c'est un enjeu. Et c'est pour ça qu'on parle des réseaux sociaux et tout ça, mais c'est un enjeu démocratique important. Clairement. Tu sais, je veux dire, on a une élection qui s'en vient, là, aux États-Unis. Bon, on va avoir des élections au Canada, puis au Québec éventuellement, et dans les autres provinces. Et les réseaux sociaux, tu sais, si vous ne connaissez pas le scandale Cambridge Analytica, faites vos recherches, mais c'est prouvé que les algorithmes ont été modifiés dans le cas de certaines élections dans le monde pour influencer le vote. Ah. Donc, influencer le résultat d'une élection. Donc, tu sais, c'est des enjeux démocratiques importants. Clairement, parce que Google, c'est comme on dit, malheureusement, c'est toujours où est-ce qu'il signe de pièces, mais c'est ça, c'est qu'est-ce qui va motiver. Mais c'est des entreprises privées, comment ils vont d'autant plus qui sont étrangères, des entreprises privées étrangères dont le seul objectif est de faire le plus de profit possible pour leurs actionnaires. Exact. Et qui ont un pouvoir incroyable, immense sur
la capacité des citoyens de d'autres pays à être informés. Et donc, sur la démocratie, c'est ça qui fait peur, tu sais. Puis, je veux dire, ça a l'air super gros, mais tu sais, moi, je vis là-dedans tous les jours parce que j'essaie d'informer les gens du mieux que je peux, mais je ne sais pas, moi, qui me lit, puis... Non, c'est ça. Parce que toute j'allais dire les réseaux sociaux, autant que ça apporte du bon, mais cette recherche de dopamine instantanée, ça fait que les gens sont comme un peu engourdis, puis pollués, en fait. Ben oui, clairement, parce qu'ils savent pas, tu sais, je veux dire, c'est genre l'adage en anglais qui dit short-term pain for long-term gain, comment voulant dire, tu sais, les gens en ce moment sont pas en mesure de dire, avoir un esprit critique, de dire, je vais m'informer pour prendre les bonnes décisions pour mon futur. Non. Parce que c'est ça, on est constamment, puis je veux dire, on le sait, les algorithmes sont là pour nous pousser du contenu qui nous fait du bien, qui reconfirme ce qu'on pense, mais en effet, de ne pas se mettre dans une position où est-ce qu'on est confronté à des opinions différentes des nôtres, notre esprit critique devient... Il se développe pas. Bien, tout à fait. Tu sais, puis là, on regarde après ça, ben, il manque d'argent pour les médias, ils ferment. Au Canada, là, depuis 10 ans, je pense que c'est quelque chose comme pas loin de 500 médias qui ont fermé. Au Québec, on parle d'une centaine. Tu sais, moi, j'ai fait une carte interactive où je mets des points, genre dans les villes où le média disparaît. Et qu'est-ce qui arrive? À un moment donné, ben, ça s'appelle un désert médiatique. C'est une région où il n'y a pas du tout de journalistes. Donc, toi, comme citoyen, là, tu t'informes comment? Ben ouais. Je vous disais tantôt, le journaliste, sa job, c'est de passer 40 heures par semaine à poser les questions, puis à lire les rapports, puis à faire des résumés parce que les autres travaillent. Qui va le faire? Tu sais? Et donc, c'est ça. Donc, puis il y a un exemple très, très frappant en 2018. C'est... en 2019, excuse-moi, c'est la ville de Kapuskasing, en Ontario. J'espère que je le dis bien. Dans le nord de l'Ontario, qui a perdu son seul journal pendant une campagne électorale municipale. Oh boy. Et 3 mois plus tard, la campagne était passée. Il y a un journaliste de la télévision francophone de l'Ontario qui s'est rendu sur place et qui a parlé au maire, au candidat défait à la mairie, puis à d'autres personnes. Et il disait que pendant la campagne électorale, là, il n'y avait aucune idée qu'est-ce que les citoyens voulaient parce qu'ils ne savaient pas où aller chercher l'information. Oui, on fait du porte-à-porte, mais tu sais, un média, là, c'est que je vais transmettre les préoccupations des citoyens vers les élus. Je vais transmettre aussi les informations des élus vers les citoyens. Ça va dans tous les sens. Tu sais, fait que là, tu n'as pas de médias. Fait que les élus ne savaient pas ce que la population voulait. Il y a des gens qui ne savaient même pas qu'il y avait une élection. Il y avait des organismes communautaires, on ne savait plus ce qu'ils faisaient. Puis eux, ils s'annonçaient pour avoir des emplois dans le journal. Il n'y avait plus de place pour annoncer. Même le concessionnaire automobile, qui était le principal annonceur dans le journal, il a noté une baisse de ses ventes à cause qu'il n'y avait plus de journal. Fait que finalement, c'était rendu un village où il n'y avait que des rumeurs et des potins. Eh boy. Mais plus d'informations. Et il n'y avait plus ce point de convergence-là. Il n'y avait plus ce point de convergence-là où les gens, s'ils ont besoin d'une information, ils vont regarder, tu sais. C'est ça. Parce que c'est comme un repère un peu pour plusieurs personnes de dire, OK, il y a une information, je vais aller vérifier. C'est ça. Puis, tu sais, c'est pas juste comme dans le temps, l'horaire du cinéma, là, tu sais, c'est plus, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans ma ville, qu'est-ce que mon maire pense de telle affaire, tu sais, ou, tu sais, des fois, ce que je fais, c'est comme en information locale, là, tu prends un sujet national, puis là, tu essaies d'aller voir comment ça va se passer d'un point de vue régional, en quoi ça va vous influencer. Impacter, ouais. T'sais, la nouvelle la plus lue du journal Néo-Brunswickois, l'Acadie Nouvelle, là, il y a quelques années, c'était la journée qui ont changé les vidanges. mais oui, ça peut paraître ironique, mais ça reste que ça touche monsieur et madame tout le monde. C'est ça. C'est la proximité. Je veux dire, on oublie souvent, mais c'est la municipalité qui est le gouvernement qui prend le plus de décisions qui change notre quotidien. Ouais. Je veux dire, puis c'est pas juste les vidanges, il y a le recyclage puis le compost aussi. Il y a d'autres choses. Ça m'a donné une petite idée quand tu as parlé un petit peu de justement de l'évolution un peu, puis qu'il y a des médias qui ferment. Comment tu vois l'évolution un peu avec l'utilisation de l'intelligence artificielle? Ça, c'est un autre gros sujet. Ouais. Je fais ma maîtrise là-dessus, d'ailleurs. Mais c'est intéressant, mais c'est parce que c'est une évolution, c'est quelque chose qui s'en vient. Puis, tu sais, là, tu as parlé un peu de... En 2000, c'était comme ça. Les réseaux sociaux sont arrivés. Fait qu'évidemment, ça transforme un peu l'optimisation des médias. Il y en a qui ferment, il y en a qui restent. Puis j'imagine que vous gardez le fort de certaines façons, mais là, vous devez vous adapter. Puis là, il y a autre chose qui s'en vient. Oui. Bien, l'intelligence artificielle, c'est pas si nouveau que ça, tu sais, parce que Google Translate... tu sais, moi, j'utilise DeepL pour mon travail. Donc, déjà, ce sont des outils d'intelligence artificielle. Et depuis quelques années, dans certains médias, notamment les grands médias, tu sais, les résultats de la bourse, les résultats de matchs sportifs, c'était fait par intelligence artificielle. Donc, c'est pas ce qui est nouveau et qui est révolutionnaire, c'est l'intelligence artificielle générative, donc ChatGPT notamment, qui apprend à une vitesse fulgurante. Mais la désinformation là-dedans? Bien, il y a ça. Il y a plusieurs enjeux. Tu sais, ça peut être utile
utile, mais il faut toujours oublier que ça ne remplacera pas le travail d'un humain. Donc, déjà, première chose, l'intelligence artificielle n'aura pas le même sens du jugement. Donc, l'article peut être bien écrit, puis honnêtement, ça peut être assez frappant. Tu lui demandes de faire ça selon le style d'un tel auteur, il est capable. Donc, tu as la question de comment ça marche. Bien, l'intelligence artificielle, pour écrire ses textes, pour aller chercher son intelligence, elle va scraper des textes. Elle va les chercher en anglais, elle va les gratter. Elle va scraper, elle va gratter des textes sur des sites. Donc, il y a toute la question des droits d'auteur. L'intelligence artificielle se fout des droits d'auteur, va aller chercher des contenus. Il va les utiliser sans rendre crédit, sans rendre de redevance non plus. Est-ce que c'est des contenus véridiques, vérifiables? Est-ce que c'est des bons contenus? Parce que s'il y a un paquet de conneries qui est sur Internet, l'intelligence artificielle ne sait peut-être pas que c'est des conneries, il va l'utiliser. Donc, il ne va pas rechercher ça. Probabilité de répéter des fausses informations. Après ça, l'imputabilité, c'est qui est imputable si l'intelligence artificielle fait une erreur? Hein? Est-ce que c'est le journaliste? Le journaliste devrait fact-checker qu'est-ce qui s'est dit dans l'intelligence artificielle. C'était ChatGPT. Oui, c'est ça. Je m'excuse. Ben non, mais c'est ça, tu sais. Puis après ça, ben là, toute la question de la sensibilité humaine. Tu sais, un texte fait par ordinateur, c'est sûr que tu n'auras pas l'émotion, le jugement, la trace. Ce qui est important, puis tu sais, là, on rit beaucoup des images générées par intelligence artificielle parce que là, les gens, ils ont genre 6 ou 8 doigts par main, là. Mais, tu sais, à un moment donné, ça va être assez frappant, tu sais, mais je pense que ce qui est la responsabilité des médias, ça va être d'apprendre à travailler avec l'intelligence artificielle parce que ça va être incontournable. On n'aura pas le choix. Non, puis je suis convaincue, puis là, je pense à Alex Martel puis tout, là, qui est une bombe là-dedans, mais je suis convaincue qu'il y a un moyen de justement, d'être un outil. C'est juste que c'est ça, mais j'ai quand même peur. Toi qui es prof, là, j'imagine que ça doit te faire peur. Il y a une partie de mon cours qui est dédiée à ça aussi à l'université. Mais non, tu sais, essentiellement, tu sais, c'est que ça va aider les journalistes en leur enlevant peut-être des tâches répétitives ou plus compliquées. Tu sais, je veux dire, l'intelligence artificielle, ça peut aller chercher des données qu'on n'est pas capable d'extraire comme être humain. Ça peut être cool, tu sais, d'aller chercher des informations auxquelles on n'avait jamais accès. Ce qui est important et qui est essentiel, c'est faire preuve de transparence. Parce qu'il y a des médias, là, on apprend, mettons, exemple, le Sports Illustrated, qui ont inventé des noms de journalistes pour faire croire que c'est des journalistes alors que c'est des textes générés par intelligence artificielle. Il y a une imputabilité. Et nous, comme journalistes, on n'arrête pas de dire on présente la vérité, on présente les faits. On doit être transparent puis on doit être imputable de ce qui va se faire avec l'intelligence artificielle. À partir du moment où le lecteur sait que c'est un texte qui est écrit par intelligence artificielle, il va pouvoir faire sa tête lui-même. Et ça ne nous libère absolument pas de notre travail de vérification. Ben non, exactement. Non, mais ça peut vraiment détruire. C'est ça. Non, mais c'est vraiment comme tu le disais, c'est votre point, je pense, le point le plus fort, c'est la vérification des faits. C'est la plus grande valeur. C'est la plus grande valeur, exactement. C'est ça. Puis, tu sais, malheureusement, ben, tu sais, ChatGPT, il ne sait pas où il va creuser ses affaires. Puis là, ben, il y a toute la question de ce que les médias, tu sais, mettons, Devoir, ils ont réussi à bloquer. ChatGPT ne peut pas utiliser les articles du Devoir parce qu'ils ne veulent pas se faire voler leur contenu. OK, ben il me semble que je dis ça sous toute réserve. S'il y a une erreur, je me rétracterai. Mais parce que, pourquoi ChatGPT utiliserait gratuitement les contenus qui sont produits par le Devoir? Tu sais, on se prémunit parce qu'on a appris avec Facebook. Oui. Donc, mais en même temps, en privant ChatGPT, mettons, du Devoir, on prive ChatGPT d'une source d'information fiable. Donc, le bassin c'est ça qui est triste, donc, ça va prendre des droits de licence pour que ChatGPT et compagnie puissent utiliser les textes fiables qui sont créés par des médias qui ont besoin aussi de survivre. Parce qu'il y a toute la question de la propriété intellectuelle et aussi la protection des données et la vie privée. Parce que ce que vous mettez sur Internet, là, même si vous pensez que c'est protégé, ça ne l'est pas tant que ça. Si vous mettez quelque chose sur Facebook, on parlait de Jean-Philippe Coutu tantôt avec sa photo, bien, votre photo profil Facebook, elle est publique. Elle appartient à Facebook. Donc, moi, je peux la prendre pour un article et vous ne pouvez pas me dire que j'ai manqué à votre vie privée. T'sais, parce qu'on a du signe des... Si c'était la vraie photo du vrai Jean-Philippe Coutu qui avait fait le meurtre, ben là, effectivement, il n'y aurait absolument aucun problème à ce qu'on mette sa face. Et ça arrive souvent. Quand quelqu'un qui meurt, on met sa photo. Ça fait partie parce que ce que vous mettez sur Facebook, ben... Ça vous appartient plus. Et malheureusement, on l'a vu, il y avait une petite famille un moment donné qui avait mis une photo de vacances puis ça avait été utilisé pour une pub d'agence de voyage en Russie, genre. Puis il n'y avait absolument aucun recours. Parce que c'est ça, les gens, on les lit pas, les petits caractères, mais c'est ça. Mais exactement. Ce que tu mets sur Facebook appartient à Facebook. Puis il y a beaucoup de débats un peu là-dessus où les gens sont de plus en plus, est-ce que je montre mes enfants sur les réseaux sociaux? Parce qu'en même temps, il y a une question de consentement aussi, une question de ça, là, les gens réutilisent les photos, puis il y en a qui screenshot, check la photo, check si... Ah ben oui, il y a absolument aucune de vie privée là-dessus. Puis peut-être pour revenir au sujet des médias, en ce qui concerne les mineurs, il y a beaucoup de règles aussi. On n'identifie pas les personnes mineures dans aucun cas de procès.
Et ça implique Ouais. de protéger l'identité des mineurs. Bien, on protège l'identité de l'accusé, pas parce qu'on veut lui faire plaisir, mais parce qu'on veut protéger la victime. Même chose, les c'est normal victimes aussi. enfants, les enfants ou les adolescents qui font des crimes, qui sont accusés au tribunal de la jeunesse ne sont pas nommés. Les enfants, si on fait des reportages dans les écoles, croyez-moi, on prend les bretelles puis la ceinture, on demande des autorisations parentales. C'est pour ça que souvent, vous voyez là, les photos sur les textes de services de garde ou d'école, c'est des enfants de dos, vous voyez juste des petites mains qui font des blocs, là. C'est parce que c'est des photos qu'on peut jouer sans se faire poursuivre par personne, tu sais. Et en même temps, tu sais, je veux dire, ben ce genre de photos-là, c'est correct parce que, tu sais, c'est pas une photo qui fait avancer l'histoire, mais c'est pas une photo qui nuit non plus, tu sais. Donc, il y a toujours cette question-là de qu'est-ce que je mets dans un reportage, que ce soit le titre, le surtitre, l'intertitre, la photo, la légende, les propos des gens. Est-ce que ça amène quelque chose d'important à l'histoire? Est-ce que si je le mets pas, ça va empêcher la compréhension de l'histoire? Puis si la réponse, c'est non, généralement, on le met de côté. Il y a beaucoup, beaucoup de détails qu'on ne met pas parce que, soit la personne, c'était pas utile ce qu'elle nous a dit, on a manqué d'espace, hein, parce que c'est ça, souvent, on a des mots à respecter, là. Ça, c'est plus de la poutine technique, mais c'est ça, il faut toujours se demander pourquoi on en parle maintenant, pourquoi on en parle avec eux, puis est-ce que tout ce qui est là-dedans, c'est pertinent pour l'histoire? C'est des bons points, par exemple, à prendre... Là, on dirait que tu me fais... Ça peut être un pitch de communication. Vous l'avez passé dans le journal, répondez aux 4 questions par courriel. Merci, bonsoir, vous avez votre pitch pour le journaliste. Mais c'est ça pareil. Tu sais, je veux dire, vous allez faire le travail pour nous, vous allez nous convaincre comme ça. Pourquoi on en parle là, pourquoi on en parle maintenant, puis pourquoi c'est vous qu'il faudrait comprendre, tu sais. En tout cas, tenez ça pour acquis. Vraiment. Tu fais des conférences, des formations. Oui. C'est quoi les points les plus importants au niveau de la désinformation qui est important pour toi de partager? Sur la désinformation, c'est vraiment de prendre le temps de se renseigner sur la source. C'est qui a produit le contenu? De vérifier, tu sais, je veux dire, c'est ça. Est-ce que l'information, on la trouve ailleurs? Tu sais, si c'est une nouvelle super, tu sais, le pape a violé 3 enfants. OK. Ben, c'est-tu genre newsoftheworld.gov ou ben, tu sais, genre, c'est la Associated Press, la presse canadienne, BBC qui en parle, tu sais. Allez voir ailleurs. Est-ce que vous savez qui a fait le contenu, tu sais? Est-ce que la personne, c'est un journaliste qui a signé? Est-ce que vous êtes capable de trouver d'autres traces du journaliste sur Internet? Tu sais, est-ce que si l'information est faite pour vous bouleverser, là, parce que vous voulez la partager, parce que si tu es vraiment maudit par une nouvelle, tu vas la partager bien plus vite, tu sais, que... Donc, c'est ce genre de choses-là, c'est vraiment de prendre un temps d'arrêt pour analyser le contenu, mais aussi le contenant, parce que des fois, il y a des sites. Tu sais, s'il y a des fautes dans l'article, là, il y a bien des chances que ça ne soit pas une vraie nouvelle. On n'est pas à l'abri des fautes, les journalistes, j'en vois, des journalistes professionnels qui font des fautes. Mais, tu sais, de prendre un petit moment juste pour observer, puis chaque fausse nouvelle qui n'est pas partagée est une victoire en soi. Ah, j'aime ça. C'est beau. Puis j'aime ça parce que ce que tu dis comme conseil ou point important à partager, ça s'applique autant au consommateur qu'à la personne qui le partage. Bien, tout à fait. Tu sais, je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour ça, là. C'est juste de prendre un peu le temps. Puis votre nouvelle, si c'est une vraie nouvelle, là, puis qu'elle vous choque pour de vrai, là, elle va être aussi choquante dans 15 minutes que là. Sauf qu'au moins, vous êtes sûr de ne pas avoir contribué à la désinformation. Y a-tu peut-être un stress de... Puis, tu sais, j'ai envie qu'on parle un peu, peut-être qu'on finisse avec ça, là, la santé mentale autour de ça, mais y a-tu peut-être un stress au niveau de je veux partager le premier ou Bien, comme journaliste, c'est sûr qu'on a une petite course au scoop, mais moi, je pense que la rigueur doit passer parce que des fois, quand tu vas aller trop vite, tu oublies des informations ou tu passes à côté de quelque chose d'important ou tu n'as pas fait une vérification. Fait que des fois, tu es mieux d'être le deuxième, mais vraiment solide parce que le premier s'est planté. Puis ton information, si elle est pertinente, elle va rester bonne. T'sais. Mais collectivement, on a une responsabilité ensemble, individuelle aussi, de ne pas partager de la désinformation. Et ça, je pense que si tout le monde prend juste un petit peu plus de temps pour faire attention à ce qu'il consomme puis ce qu'il partage en termes d'information, ça va aller mieux, tu sais. Puis, justement, tu sais, si déjà on enlève toutes les fausses nouvelles qui font choquer puis qui rendent le monde stressé, tu sais, quel bonheur ça serait, tu sais. Ben oui, justement, si on parle un peu de santé mentale, tu sais, là, il y a ça, il y a les consommateurs qui se stressent par rapport à ça, qui peuvent faire de l'anxiété, qui peuvent être vraiment frustrés par rapport à des nouvelles. Mais toi, mettons, en tant que journaliste, comment tu préserves un peu ta santé mentale là-dedans parce que c'est tout le temps des nouvelles? Ben, tu sais, je veux dire, moi, c'est comme je vois que c'est de moins en moins, mais je comprends comment ça fonctionne aussi, fait que c'est plus facile. C'est sûr que même moi, il y a des journées là, que je veux plus rien savoir, là, puis que j'ai juste le goût de me mettre dans un trou noir. Ben, tu sais, il faut s'écouter aussi. Tu sais, être informé, là, c'est pas obligé d'être 24 heures sur 24. Tu peux dire que moi, mon information, c'est 15 minutes par jour. Tu t'informes pendant 15 minutes, puis c'est correct.
Tu peux décider de ne pas aller sur les sites des médias, mais il y a des médias qui font d'excellentes infolettres avec un résumé de ce qu'il faut savoir dans la journée. That's it, that's j'aime ça, all. je savais même pas ça. Oui, that's it, that's all. Tu sais, t'es pas obligé. Tu sais, c'est pas tout le monde là, qui est à l'aise d'avoir une application qui envoie des notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle. Ça peut stresser des gens. Tu sais, je veux dire, les façons de consommer l'information, là, il y en a autant que de personnes. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est que tu peux choisir comment tu vas Trouver t'informer. ta façon à toi, c'est ça. Exact. Puis si c'est too much, ben prends un break. Tu sais, je veux dire, l'information, là, elle est en continu, elle n'arrête pas. La vie continue, la Terre tourne. Même si t'es pas en train de t'informer, là. Moi, hier, là, j'ai pas touché à mon téléphone de la journée pendant 24 heures, nos téléphones. Ben, tu sais quoi, genre, je m'en suis bien sortie. Puis, à la limite, un matin, quand j'ai fait ma petite revue de presse, ben, j'ai rien manqué de majeur. Puis c'est correct. Tu sais, le monde, là, il va continuer sans moi une journée. Fait que je peux continuer une journée aussi sans médias. Et quand je me sens prête à m'informer, je m'informe. Mais à un moment donné, c'est ça. Si c'est trop, tu mets ta limite. Tu vas chercher ce que tu as besoin, puis that's it. Rien sans plus, là. Mais j'aime ça parce que t'as quand même, j'imagine, t'as fait un travail par rapport à ça. Mais tu sais, par rapport au fait que tu vois des fois, justement, des nouvelles qui sont mal partagées ou j'imagine que ça doit être un trigger en tant que journaliste avec les réseaux sociaux en ce moment de voir ben, il y a une plein de pollution. question d'éducation. Tu sais, je pense que, tu sais, moi, je le fais. Quand je vois quelqu'un qui partage une fausse nouvelle, je lui signale. Souvent, je partage le démenti ou sinon, je partage la vraie nouvelle. C'est cool, ça. Tu sais, puis, tu sais, je le fais pas de façon condescendante. Je pense que n'importe qui peut se faire. Forme éducative. Il y a des journalistes qui se font prendre par des fausses nouvelles. C'est déjà arrivé. Tu sais, je veux dire, ne soyons pas dupes. Mais non, c'est dans la bienveillance. Tu dis, regarde, moi, je veux juste m'assurer, regarde, c'est pas vrai. Fait que je veux juste te le dire. Fait que, tu sais, j'aimerais ça que t'enlèves ton truc, mais tu sais, ça revient à la personne. Après ça, tu sais, on l'a vu, des fois, c'est, ben, je m'en fous si c'est pas vrai, moi, c'est ce que je pense. Ben là, rendu là, moi, je peux pas aller plus loin que ça, mais j'aurais fait l'effort pour combattre la désinformation, une nouvelle à la fois, puis ça, c'est un travail de tous les instants. Oh my God. J'aime ça comment tu dis ça, puis que t'as comme pris un peu le dessus. Mais c'est quoi tes plateformes, justement, que tu partages du contenu? Ah, ben moi, écoute, je suis un peu dinosaure. Tu sais, j'ai un Meta, j'ai un Twitter, j'ai mon site web, mon marievmartel.net. Bon, je suis sur LinkedIn, évidemment, les médias pour lesquels je collabore. Donc, mais j'imagine que c'est les meilleurs médias aussi, niveau éducation. On voit peut-être moins ça sur Instagram ou... Oui, bien, ça dépend. Tu sais, exemple, moi, au Québec, là, il y a le Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information, c'est QEMI. Eux, ils font des ateliers dans les classes au niveau secondaire, au niveau cégep, universitaire, puis ils vont commencer au primaire. Ils vont en faire aussi du grand public. Okay. Tu sais, si jamais vous avez une organisation puis vous voulez savoir quelqu'un qui va vous expliquer pendant une demi-heure, 1 heure de temps, comment débusquer une fausse nouvelle, puis c'est quoi les problèmes aussi avec les fausses nouvelles. C'est une super plateforme pour ça. Ils font des fiches aussi. Tu sais, il va y avoir la semaine de la presse et des médias avec la FPJQ au mois de mai, des ateliers grand public, justement, pour aider ce genre de choses-là. Tu sais, mais si vous faites une recherche comment détecter fausses nouvelles, il y a plein de choses qui existent. Il y a des décrypteurs à Radio-Canada, par exemple. Tu sais, c'est toutes des choses, parce que c'est rendu, il y a des journalistes qui font ça à temps plein, expliquer que c'est des fausses nouvelles. Ah ouais? Ouais. C'est intéressant. Parce que dans un sens, tu sais, oui, chercher l'information, mais des fois, c'est de savoir, elle est où l'information? Tu sais, parce que, comme dans toute chose, il y a tout le temps deux côtés. Tu sais, les statistiques, on va donner un chiffre, mais il y a toujours comme la contrepartie qui je sais pas comment nécessairement l'expliquer, mais tu sais, c'est comme dur de naviguer là-dedans sur t'as la statistique, mais t'as l'opinion aussi. Oui, tu sais, c'est de dire, puis ça me rappelle un cours de maths quand j'ai fait une mise à niveau en mathématiques. Il disait comment, ouais, non, c'est ça. Comment une statistique peut de dire, mettons, il y avait par rapport à la violence dans les écoles, puis là, ça disait, bon, ben il y avait eu tant d'attaques, puis là, de présenter un chiffre, oui, il y a eu une diminution de l'attaque, mettons, au couteau, mais overall, est-ce que ça la violence avait augmenté. Fait que, tu sais, des fois, d'isoler une information puis de la présenter, oui, ton fait est vrai, mais t'as pas nécessairement montré le big picture. Puis je pense que c'est là, moi, où est-ce que je suis très analytique, c'est de savoir, oui, l'information que tu me présentes est vraie par rapport à ce que tu dis, mais il y a aussi cette information-là qui, à la limite, peut-être contredit ou amène une plus grande nuance. Ben, la mise en contexte fait partie de nos règles éthiques et déontologiques parce que, justement, tu sais, moi, j'ai déjà vécu ça dans le passé quand j'étais très jeune journaliste. J'ai quitté mon emploi pas longtemps après pour d'autres raisons, mais c'est quand même... mais ça, par exemple, on dit qu'il y a eu 1000 plaintes pour des aliments périmés dans la région au MAPAC. 1000 plaintes, ça a l'air gros, mais si je te dis que ça représente 2% de toutes les plaintes qu'ils ont reçues, voilà. Ah, OK, tu sais, mais c'est ça, tu sais, fait qu'il faut mettre une mise en contexte. Puis, tu sais, notre job, c'est pas de faire peur au monde, c'est pas de les scandaliser, c'est... Le journaliste démontre, il montre, tu sais, on ne dit pas, on démontre. Ouais. Tu sais, à partir de là, c'est toi d'être
c'est ça. Je pense juste que les niveaux de conscience sont tellement départagés. C'est à la personne d'être consciente de faire ses recherches, comme tu dis, puis d'aller au-delà. Puis puis je suis contente parce que là, tu sais, le cours d'éthique et culture religieuse va changer et il y a une partie qui va être attribuée à l'éducation citoyenne, comment être un bon citoyen numérique, qui vont parler de désinformation, mais aussi de l'importance de s'informer. Fait que moi, je mets beaucoup d'espoir dans cette oui, parce qu'on sait très bien que... C'est beau l'évolution. C'est ça, l'espèce d'éthique numérique, en effet, il faut que ça soit dans le cursus scolaire parce que les enfants ont littéralement des bombes à retardement dans leurs mains, un téléphone, sans éducation, sans investissement de la part des parents par rapport à ce qui est présenté. Mais je pense que niveau développement aussi, je pense que le lobe frontal n'est pas assez développé pour certains pour comprendre les conséquences, en fait. Oui, c'est ça, d'une information ou d'un geste ou quoi que ce soit. Fait que il y a aussi un niveau pas d'éducation, oui, d'éducation, mais de développement aussi. Développement, tout à fait. Exact. Fait que je pense que c'est important parce que même si tu dis à ton enfant, je sais pas moi, attache-toi en auto, si lui comprend pas la conséquence, tant que ça y arrive pas, il va peut-être le faire, il va peut-être pas s'attacher pareil. C'est ça, il comprendra pas l'impact. Mais je pense que plus jeune qu'on commence puis qu'on éduque, mieux c'est. En tout cas, j'espère parce que je me dis, les jeunes de demain, ça va être les lecteurs de nouvelles de demain. Mais tu sais, de quoi aura l'air l'écosystème médiatique de demain, je ne sais pas. Mais T'as-tu une petite idée, justement, en finissant, comment tu vois l'évolution de tout ça, toi, avec les réseaux sociaux? L'intelligence artificielle, le journaliste, la télé. Je pense qu'on voit un peu les limites de ce que les réseaux sociaux peuvent faire. Puis, tu sais, de toute façon, à Star Facebook, ça a l'air que c'est passé date pour les 30 ans et moins. Fait que... puis moi, je suis pas sur Twitch, je suis pas sur TikTok. J'ai un Instagram, mais je le mets jamais à jour. Fait que j'ai aucune idée. Mais je pense que, encore une fois, je reviens peut-être à ce que j'ai dit en tout début d'entrevue, puis ça va boucler la boucle. Tu sais, le réseau social, le média, c'est un véhicule. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dessus. Donc, si les médias d'information trouvent des façons de faire de l'information intelligente là-dessus, ça va peut-être changer des choses. Puis moi, je crois qu'il va toujours avoir un besoin pour du journalisme, peut-être pas dans les formats qu'on a maintenant, peut-être pas avec les médias d'information qu'on a maintenant. Peut-être que finalement, ça va être tous des journalistes indépendants, puis tu vas t'abonner aux journalistes que tu veux. Tu sais, ça marche avec Substack, tu sais, ça va peut-être être ça. Tu sais, mais il va toujours y avoir un besoin pour une information vérifiée, vérifiable, parce que la société fonctionne là-dessus. Tu sais, j'imagine pas la société qu'on aurait si personne faisait ce travail-là. T'sais. Exactement. J'adore ça. Merci. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir partagé tout ça. Moi, ça me donne envie de d'être plus soucieuse de ce que je consomme, peut-être. Des fois, c'est peut-être pas tant des bonnes choses ou justement d'arrêter de scroller un peu. T'es pas obligé de lire des rapports d'enquête, là. Ça peut juste Non, effectivement. C'est du journalisme light, il y en a, puis du journalisme de solutions positives aussi, ça existe. Oui. On parlait un peu d'équilibre tantôt, mais je pense que dans ce cas-là, ça peut exister d'équilibrer un peu ce que tu consommes versus ce que tu as envie de partager, puis que ça fasse du sens un peu avec tes valeurs puis ton éthique. Fait que merci. Merci, Julie. Merci. On se retrouve pour un prochain épisode.